Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose un talk que vous n'attendez pas, non, vous ne l'attendez pas, voire vous demandez à être convaincu. Ne dites pas non, parce que quand j'ai dit autour de moi que je voulais qu'on parle de cuisine et de produits véganes, on m'a dit pourquoi, dans le meilleur des cas, ou ah non mais moi les véganes ils me fatiguent, on n'a qu'à plus rien manger, blablabla. Pour moi, quand on n'oppose pas d'arguments solides à un sujet qui résonne avec l'époque, qu'on le veuille ou non, rapport au bien-être animal, rapport à l'environnement notamment, je veux l'explorer. Je veux comprendre ce qui anime celles et ceux qui se lancent là-dedans, qui adoptent ce mode de vie, ce mode d'alimentation, et je voudrais voir comment ça peut résonner en cuisine, cette histoire. Il se trouve que dans ce podcast, j'avais diffusé il y a quelques mois une interview faite avec Mélanie Sansé-Riguet, qu'on retrouve sur Instagram sous le pseudo Mélanie en Véganie, et qui partage sur sa page plein d'idées recettes véganes. Et elle m'avait confié avoir été victime de bashing, avoir reçu des dizaines de messages de rageux. Et je me suis dit alors, on va en parler. Car un modèle qui pose problème, c'est en général un modèle qui recouvre des zones de crispation culturelle, historique, pas toujours bien fondées. En tout cas, c'est toujours une bonne occasion de s'interroger. Donc, je vous invite à entrer comme moi dans cet épisode avec curiosité, car je ne suis pas et je n'ai pas forcément l'intention de devenir vegan, mais c'est une tendance de consommation croissante. Alors j'ai rappelé Mélanie pour qu'elle nous partage son expérience et sa vision, et j'ai voulu qu'elle échange aussi avec Renaud CC, qui est ingénieur agro, et lui, il travaille dans le végétal depuis 15 ans. Il a commencé à bosser sur le tofu et aujourd'hui il s'est investi dans une marque qui s'appelle Acro et qui propose des produits d'origine végétale dans la grande distribution, mais pas que. Par curiosité, avant l'enregistrement, j'ai goûté d'ailleurs, émincé de poulet, testé aussi par mes enfants qui n'ont pas du tout compris qu'ils mangeaient là des protéines de pois et de blé français. Alors le véganisme a-t-il un avenir dans nos assiettes, dans les restos? Faut-il y aller? De toute façon, ne serait-ce que pour sauver la planète. Spoiler, j'adore la viande, mais je trouve absolument aberrant d'en manger tous les jours. Pourquoi imiter en revanche la viande qu'on aime pour proposer une alternative? Est-ce que ça se vend? Auprès de qui? Pourquoi le véganisme déchaîne les passions? Il y a 1000 questions. Alors commençons. Je suis David Ordonneau, vous écoutez le podcast Chef et aujourd'hui donc ce talk interroge la cuisine végane. Et pour ce faire, avec moi Mélanie Sansé-Riguet, plus connue sous le pseudo Mélanie en Véganie sur Insta, et Renaud CC, directeur de la marque Acro. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, parce qu'il peut y en avoir encore, on est ici pour se parler de cuisine, d'alimentation végane. Est-ce qu'on peut tenter une définition? Et c'est là où c'est intéressant parce que je vous en propose 2 axes et vous me dites comment ça résonne. Si on doit qualifier l'alimentation végane, on peut dire que c'est uniquement des aliments d'origine végétale. On peut dire aussi que c'est tout sauf des produits d'origine animale. En gros, il y a une proposition qui est complètement excluante et une autre qui se concentre sur le végétal. Vous choisissez laquelle et vous positionnez comment par rapport à ça pour définir l'alimentation végane? Mélanie, je te laisse débuter. Honneur à toi. Alors j'aime bien la partie qui met l'accent sur effectivement la diversité des végétaux qui existent parce qu'effectivement on n'a pas l'habitude d'intégrer dans notre alimentation toutes les catégories, je pense, au quotidien. Et il y a plein d'aliments en fait qui font pas partie de la scène culinaire française, alors qu'il y a une très très grande diversité. Donc moi j'irais plutôt sur ce point de vue-là qui me paraît intéressant et qui permet d'aller découvrir plutôt que de se restreindre. Ouais, explorer la sphère végétale. Renaud, quand tu en parles et quand tu parles de véganisme. Ouais, je suis parfaitement sur la même définition et la même approche. C'est vraiment explorer tout ce qui peut se faire dans le végétal. En fait, quand tu rentres dans l'alimentation végane, ce que tu découvres, c'est tout ce qui peut exister dans le végétal. Alors que on t'a appris depuis tout jeune, moi je suis un peu plus âgé que vous, j'ai 45 ans, et depuis tout jeune, on t'apprend à cuisiner la viande. La viande est présente partout dans notre territoire culinaire, donc on sait pas trop faire sans. Et en fait, quand tu creuses un peu le végétal, tu vois tout le potentiel du végétal, tout ce qui existe, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on nous a pas appris, et c'est là où il y a la vraie richesse. Donc je trouve que c'est plus intéressant de l'aborder sur cette façon. On va tirer ce fil tout du long, mais moi, en préparant cet échange, ce qui saute aux yeux finalement, c'est la faille, le manque culturel qu'on a sur l'alimentation végétale, en fait. Comme tu le dis, Renaud, on a été élevé. T'es pas bien plus âgé que moi, hein. Mais donc je peux parler dans la même strate générationnelle. Une viande, une garniture. En gros, nous, on est nés à cette époque-là. Mélanie est plus jeune que nous, mais nous, c'était ça. En fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est que le constat de base, c'est qu'on connaît peu de choses sur le monde végétal et sur l'alimentation qui est proposée. Ça, vous le voyez, vous le constatez?
Moi, je le constate souvent, vu que je crée des recettes, il faut que je me renouvelle souvent et donc j'essaye d'aller trouver des ingrédients intéressants avec des protéines végétales un peu différentes et tout. Et en fait, je me rends compte que les gens ne savent pas ce que c'est, ne savent pas où s'en procurer. Je prends un exemple tout bête, mais j'ai mis des edamame dans une recette récemment. Les gens ne l'associent pas au soja, on ne sait pas forcément que c'est du soja. Ou alors, il y a plein de, je sais pas, par exemple de la levure maltée ou du tofu soyeux ou des ingrédients comme ça, en fait, qui permettent de vraiment booster des recettes, que ce soit d'un point de vue du goût ou de la nutrition. Et les gens ne les connaissent pas du tout simplement, quoi. Ça fait pas partie de la palette. Les gens ont pas ça dans leur tête, en fait. C'est pas dans la bibliothèque de goût et culturel qu'on a. C'est ça. Ouais. La dernière fois qu'on a parlé ensemble, parce que t'es déjà intervenu sur ce podcast, tu m'as parlé d'un ingrédient. Je l'ai plus. C'est du sétan. Oui, voilà. Et pareil, je ne connaissais pas. Alors que c'est pour les personnes qui ne sont pas intolérantes au gluten, parce que c'est quand même riche en gluten, c'est un aliment qui est super intéressant, avec une richesse en protéines qui dépasse la viande de bœuf. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel et personne n'est au courant. Non, mais c'est dingue. Renaud, tu partages ce même constat d'inculture. En fait, on se met je parle pas aux auditeurs et aux auditrices, mais je me mets dans le même panier, puisqu'en l'occurrence, Mélanie, la seule fois où on s'est parlé, elle m'a donné un ingrédient, je le connaissais pas. Ouais. Donc il y a quand même ce truc. Il y a énormément d'ingrédients végétaux qu'on connaît pas, qui viennent d'autres cultures. Tu vois, on commence à connaître un peu le tofu, et encore pas tout le monde, mais le tofu, il vient effectivement d'Asie. Donc, on connaît peu. Et du coup, on n'a jamais appris à le cuisiner. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une mauvaise démarche. Image. C'est pour ça que le tofu. Alors, il y a une mauvaise image, du coup. En mode, ça sert à rien, ça n'a pas de goût. C'est ça, le truc, c'est que tu trouves, quand tu l'achètes, c'est du bloc, on dirait de la feta. Donc, souvent, les gens, ils l'utilisent comme de la feta, ils le coupent, ils le mettent dans une salade, mais c'est pas bon. Il faut le cuisiner, il faut lui donner la texture. Enfin, voilà, tout ce que c'est comme si tu ouvrais une barquette de poulet et que tu le mangeais tel quel. Tu vois, ça n'a aucun sens. En fait, on le coupe, on le fait revenir, on le fait mariner, il y a différentes cuissons possibles, etc. Et c'est exactement la même approche qu'il faut avoir avec du tofu. C'est vraiment, tu vas pas manger ton blanc de poulet cru qui sort de la barquette, et c'est exactement pareil avec le tofu. Mais alors, racontez-moi, vous deux, chacun dans votre ligne, Mélanie, toi avec tes contenus, Renaud avec la marque Accro, vous vous lancez dans une espèce d'aventure de pédagogie, finalement, parce que le nœud, il est là quand même, il est d'essayer de faire comprendre aux gens qu'il existe un monde qu'on ne connaissait pas avant vous, finalement. C'est ça votre truc à tous les deux, chacun dans votre ligne. Comment vous le faites? Comment vous le vivez? Est-ce que vous avez conscience que votre mission, elle est là? Ouais, c'est une mission qui est assez longue. En fait, moi, ça fait 5 ans que je suis dessus et que j'essaye de démocratiser. Et je pense que les lignes bougent malgré tout, mais c'est assez long et fastidieux. Et il y a quand même encore des réticences par rapport au végétal. Il y a encore vraiment cette vision du fait que voilà, c'est très restrictif, qu'on se prive d'énormément de choses. La plupart des gens que je croise ou avec qui je peux interagir sur les réseaux, c'est des phrases du type je pourrais pas être végane parce que j'aime trop le fromage, etc. Et en fait, moi, je suis pas là pour venir enlever les bouts d'aliments de la bouche des gens, tu vois. C'est pas ça le projet. C'est vraiment de leur dire mais si t'es pas prêt à être végane tout de suite, mais par contre que t'es prêt à découvrir, faire une transition vers plus de protéines végétales vs les protéines animales, etc. Moi, je peux t'accompagner par rapport à ce sujet, et notamment via les recettes. J'essaye de distiller un petit peu de nutrition aussi dedans, parce que souvent il y a plein de mythes sur les protéines, etc. Et donc du coup, de montrer que avec le végétal, on peut avoir tous les nutriments nécessaires. Voilà, mais c'est une évangélisation qui est assez longue. Ouais. Et alors, quand c'est commercial, mais peut-être qu'il faut me raconter d'où vous partez tous les deux individuellement. Renaud, toi, aujourd'hui, t'es directeur général de la marque Accro. Donc, vaut mieux que ça marche. Il y a un petit enjeu commercial. Est-ce que toi, tu peux nous raconter d'où t'es parti? C'est quoi ton histoire? Et Mélanie, tu vas nous raconter aussi ce cursus-là. D'où individuellement vous partez par rapport à cette alimentation? Qu'est-ce qui vous anime au fond? Parce que qu'on parle d'un contenu et d'un nombre de followers ou d'un chiffre d'affaires, ok, mais il faut, pour ce thème-là, être un peu habité, je pense, pour le soutenir. C'est quoi votre histoire, Renaud? Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça et avec ce que tu disais, Mélanie, sur l'évangélisation. Il y a ce besoin d'amener de la connaissance, de la compréhension du végétal, où il y a plein de mythes, plein d'idées reçues à casser. Et ça, en fait, moi, personnellement, il y a 20 ans, j'étais pas du tout dans l'univers du végétal. Donc, je connaissais pas, j'étais plutôt produit un peu carné, dans la mesure où j'avais connu ça toute ma jeunesse, etc. Pas appris à cuisiner différemment. Donc, c'était la viande à tous les repas avec les pâtes ou les légumes à côté. Et c'était vraiment la structure classique. Et en rentrant dans le végétal, par le monde professionnel, parce que j'ai bossé ça fait maintenant 15 ans que je travaille dans le végétal, et j'ai travaillé pour une entreprise qui fabriquait justement du tofu et des galettes de céréales. C'est là où j'ai découvert
tout l'univers, toutes les possibilités du végétal. Mais alors, attends, pardon, je te coupe, mais quand tu as commencé à ouvrir cette porte-là et à rentrer dans cet univers avec un enjeu professionnel et commercial, tu t'es pas dit, mais dans quoi je m'embarque en fait? Parce que tu as dû essuyer, là tu parles d'une quinzaine d'années, mais des milliers de... Oh, mais pourquoi tu te lances là-dedans? Incroyable. Non, mais même en Incroyable. famille et tout. Mais c'est sûr. Il y a 15 ans, moi, je me rappelle quand j'avais pris ce parti de quitter l'entreprise où j'étais avant, qui était une grosse entreprise agroalimentaire, qui faisait du plat cuisiné. Le total. Voilà, le truc un peu, classique et avec certaines dérives. Et là, d'arriver dans un univers de nutrition, de végétal, de bio également, on prenait un peu pour un fou parce que tu quittes quelque chose où c'est ce qu'on appelle mass market, qui vraiment beaucoup de personnes. Complètement établi. Beaucoup plus niche. Ouais. Et quand je vois ce qui est devenu le bio aujourd'hui, qui pèse 8% des assiettes des Français, et le végétal également, parce que aujourd'hui, on en voit quand même beaucoup plus facilement. Oui, mais le bio, c'est autre chose. Le bio, tu peux retrouver les mêmes produits, entre guillemets, tu peux te dire, je me fais une entrecôte frite tous les jours si j'ai envie, mais je peux la manger bio et je peux tout manger bio. Bien sûr. C'est pas une autre alimentation. Alors, c'est différent, mais il y a 20 ans, le bio, c'était pareil. Ouais, culturellement, il y avait un frein. On disait, mais le bio, et il y avait plein d'a priori, d'idées reçues, le bio, ça sert à rien, c'est quand même pollué, c'est moins bon pour la santé. Enfin, t'entendais de tout sur la bio. Et il a fallu vraiment réussir à expliquer ce que c'était, démocratiser, et ça prend du temps. Et ça, il faut du temps. Et le végétal, c'est la même chose. Il y a un processus qui est en marche, une transition. On n'aura pas le choix, de toute façon. On pourra y revenir tout à l'heure, mais on n'aura pas le choix. Il faudra passer à plus de végétal. Donc, il faut le préparer. Et pour ça, il faut effectivement des personnes comme Mélanie qui expliquent, qui démocratisent, qui amènent à découvrir tout l'univers du végétal. Et il faut aussi, sur un plan industriel et marché, c'est ce qu'on essaye de faire chez Accro, c'est d'amener des solutions qui soient clés en main pour faciliter cette transition. On se doute bien que demain, tout le monde va pas être capable de cuisiner du seitan, du tofu du jour au lendemain. Ça prend du temps, il faut de l'expertise, il faut s'investir comme tu le fais. Et si tu veux toucher tout le monde tout de suite, il faut aussi des solutions qui soient simples. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a pris ce parti d'aller sur ce qu'on appelle des simili-carnés, c'est-à-dire des produits qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à la viande, qui se cuisinent de la même façon, qui ont les mêmes propriétés nutritionnelles que la viande en termes de protéines, donc tu as tous les mêmes apports. Par contre, tu as ce qui est pas bon en moins dans ces solutions-là, mais tout se fait comme la viande pour que justement tu rentres facilement dans le répertoire culinaire des Français. Et c'est là où on se dit, ça c'est une capacité à ouvrir rapidement ce marché, à le développer plus vite. On va se parler de ces similitudes justement, c'est intéressant, ça pose une autre question. Mélanie, tu peux toi nous raconter comment t'en es arrivé justement à parler de ça, parce que je crois qu'au début c'était pas forcément que ce prisme-là. Aujourd'hui, on te retrouve, je le dis sur Instagram, sous un nom qui dit tout, Mélanie en véganie. Comment t'en es venue là, toi? Ça a toujours été ce nom-là. J'ai démarré avec ce nom-là. Ah, donc c'était quand même l'intention. C'était quand même l'intention de parler de l'alimentation végétale, etc. Mais je savais pas encore exactement sous quelle niche. C'est-à-dire que l'alimentation végétale ou même en véganisme, ça peut sous-entendre véganisme, c'est très très large. Ça touche même pas que l'alimentation. Et moi, par contre, je me suis vraiment spécialisée sur l'alimentation et petit à petit sur des recettes riches en protéines. Mais je viens d'un autre thème. À la base, j'avais été profondément touchée par la cause animale avec les vidéos de L214 sur les caméras en abattoir, etc. Et j'ai vraiment ressenti une colère, un dégoût, une tristesse très... Qui est partagée pour... Tout le monde n'en fait pas la même chose, mais je crois que tout le monde est touché de la même manière par ces vidéos. Complètement, mais là, je sais pas, je l'ai vraiment ressenti dans ma chair, quoi, en me disant, je ne veux plus participer à ça, je veux avoir une alimentation qui n'abîme pas autant le vivant. Enfin, pour moi, c'était plus possible. Donc, c'est un peu avec cette colère que j'ai démarré ma page Instagram. Et donc, au début, je parlais beaucoup plus de causes animales et je me suis petit à petit rendu compte qu'en fait c'était peut-être pas la bonne approche pour moi, en tout cas, parce que la colère attire pas l'audience. Enfin, c'est pas quelque chose qui a fonctionné pour moi. Et donc, j'ai petit à petit changé de prisme en me disant, peut-être que je peux parler de la cause environnementale plutôt. Là, je me suis rendu compte que ça touchait un peu plus de monde. Je faisais beaucoup de slides sous forme de carrousel avec des datas et qui expliquaient vraiment à quel point on était en train de foudroyer la planète en consommant autant de viande. Et là, j'ai eu un écho. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et après, en fait, je me suis rendu compte que les gens étaient intéressés par cette question en disant super, moi je suis ok de réduire, mais qu'est-ce que je fais en fait concrètement, qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Et c'est plus par rapport à ça où petit à petit, je me suis rendu compte qu'en proposant des recettes qui étaient aussi riches en protéines, on pouvait complètement résoudre ce problème en disant juste concrètement, en fait là, si tu suis mes recettes globalement,
l'impact environnemental et l'impact sur les animaux. Et voilà, c'est tout zéro. gagné, quoi. Et donc voilà, c'est aussi un peu comme ça que petit à petit, je me suis mise plutôt sur de la recette. Puis ensuite, j'ai eu des événements personnels comme une opération ou la reprise du sport où je me suis vraiment posé la question des protéines. Et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être on consommait pas assez de protéines végétales. Donc c'est là que j'ai poussé un peu les curseurs à ce niveau-là et que mon compte a vraiment pris de l'ampleur parce qu'en fait, ça parle à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment sourcer les protéines végétales. Donc j'ai un peu mâché le travail pour tout le monde, quoi. C'est plutôt rassurant parce que ce que tu nous dis là, et Renaud, tu vas nous le confirmer ou pas, mais ça veut dire qu'il y a quand même une appétence, une curiosité. Ça veut dire que quelque part, l'audience, elle a envie de savoir ce que tu nous dis là, et ton succès, en tout cas sur les réseaux, il atteste un petit peu de ça. Alors forcément, il y a des détracteurs, forcément, 95% de la population méconnaît, n'a pas les clés. Néanmoins, petit à petit, tu nous dis quand même qu'il y a une part grandissante de gens curieux. Mais en fait, je pense que quand tu viens avec une approche, comme on dit encore, tu vois, qui est beaucoup plus inclusive et pas exclusive, ça attire beaucoup plus de monde. Et donc moi là, je dis pas arrête la viande, je dis consomme plus de protéines végétales. Ouais. Et je trouve que c'est dans cette nuance-là qu'on arrive à fédérer et à avoir des gens qui vont être intéressés en disant ah ok, en fait je peux switcher vers quelque chose de différent, mais de tout aussi bien. Et je pense que c'est ça qui a fait peut-être le succès de mes dernières vidéos, c'est que je crois pas être moralisatrice. Je crois plutôt dire qu'on peut le faire tous ensemble et que c'est une question collective. Et après, moi, je suis là pour donner un maximum d'infos pour que ce soit plus simple aux personnes d'appliquer. Mais voilà, je pense que c'est pour ça que ça a bien fonctionné sur ces derniers temps. Ouais. Renaud, ces valeurs-là, forcément, on y pense parce que quand on s'occupe d'une marque, les valeurs qu'on véhicule et la manière dont on va traduire son propos, c'est essentiel. Ça, j'imagine, et on s'en parle là avec Mélanie, ce truc de excluant, incluant, de environnement versus animal. Est-ce que c'est des questions que vous êtes posées? Déjà, est-ce que tu peux nous dire depuis quand la marque existe? Et est-ce que ce sont des freins, des leviers que vous avez identifiés et un positionnement que vous avez tout de suite voulu préciser? Exactement. On a vu exactement les mêmes choses. On a lancé la marque, c'était en 2022. Et à ce moment-là, on s'est posé la question de son positionnement. Le fait qu'elle soit végane, c'était une évidence. On voulait aller là-dessus. Mais après, c'est comment tu le communiques. Comment tu arrives à rassembler. On est une entreprise à mission. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'impact. Pour avoir un maximum d'impact, il faut toucher le maximum de monde. Et c'est là tout de suite où on s'est aperçu qu'il y avait déjà 3 raisons d'achat. L'environnement, qui est une raison forte et grandissante, notamment auprès des plus jeunes générations. Tu le cites en premier lieu volontairement parce que c'est identifié comme étant un des premiers leviers pour toi. En tout cas, c'est celui qui monte le plus fortement. D'accord. La vraie première raison, c'est la santé. Avant tout, les consommateurs actuels consomment pour des raisons de santé. Et c'est plutôt les générations, on va dire, entre 45 et 60 ans. Les plus jeunes générations adoptent pour des raisons de santé, mais massivement à cause de l'environnement. D'accord. Ah oui, il y a les un enjeux côté générationnel. climatiques. Et quand tu dis Exactement. santé pour les 45-60 ans, est-ce que c'est se préserver, prévenir, ou est-ce que c'est je suis en mauvaise santé, donc l'alimentation devient un enjeu de soin, entre guillemets? C'est plus un enjeu de soin, c'est-à-dire que globalement, on a pris conscience maintenant des excès de la consommation de viande et de tout ce que ça génère derrière en termes d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires. Et donc, cette population-là qui a été biberonnée à la viande depuis son plus jeune âge commence se à sentir les retrouve effets. Exactement. D'accord. Mais on n'en est pas passé encore à je préviens le truc et ça doit devenir. Les plus jeunes en ont conscience quand même. Ils savent parce qu'ils voient. Tu vois, c'est un peu comme le tabac, quoi. Il y a 50 ans, tu fumais, tu savais pas les conséquences que ça allait avoir. Nous, on a Aujourd'hui, commencé. on fume moins. Les jeunes fument moins. Exactement. Et on a commencé à le voir. Donc là, c'est un peu pareil, quoi. Tu vois les excès d'une consommation de viande. Donc les plus jeunes déjà se disent, je vais manger moins de viande. Et ça a commencé par, je mets un peu moins de viande et j'en mets plus à tous les repas comme avant. Progressivement, je vais chercher des alternatives. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et tu parlais tout à l'heure de marché. Bien sûr, on regarde quand on est industriel comment on peut développer un marché parce que il faut qu'une entreprise elle puisse vivre. Et donc, on sent qu'il y a cette évolution naturelle qui est en train de se faire. Et ça, c'est un point très positif. Et la dernière raison, c'est quand même l'éthique. Et l'éthique, le bien-être animal qui monte aussi en considération également chez les jeunes avec ce que fait L214 qui est assez frappant. Et je pense que dès que tu t'abonnes à leur compte, tu réduis mécaniquement ta consommation de viande parce qu'en fait, ça t'ouvre les yeux sur toute une industrie qui est assez cachée, qu'on ne voit pas. Et quand tu es confronté, certains ne veulent pas s'y confronter. Ils savent que ça existe, mais ne veulent pas s'y confronter. Mais quand tu le regardes, effectivement, ça te fait inévitablement réagir. Un point là-dessus, parce qu'il faut absolument en parler. Forcément, quand on parle d'alimentation végane, on va trouver des gens qui font « Oh là là, c'est encore un truc d'affoler ».
amalgame énorme. Écolo, naninana, ils vont avec leur truc filmé dans les poulaillers. On parle de L214. L214, on leur reproche souvent d'être un peu les Greenpeace de l'époque ou les Sea Shepherd quand ils faisaient des actions choc. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est une action nécessaire? Est-ce que vous pensez que ce sont des bons leviers? Est-ce que vous pensez que dans la société dans laquelle on se trouve, par rapport à l'alimentation et à la façon dont on consomme les choses, c'est une nécessité? Et est-ce qu'il faut, toi, Renaud, que tu dis, bon, c'est, en tout cas, ça a un effet quand on les regarde. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne, c'est bien que ça existe? Moi, je pense qu'il faut activer tous les leviers qui existent. Et donc, de la manière où moi, j'essaye d'être non moralisatrice et de proposer les solutions, il faut qu'il y ait de l'autre côté de la pièce des gens qui me montrent effectivement, l'horreur qui violemment, existe. parfois, en fait, violemment, parce que c'est violent. Il y a énormément de violence. Et il faut qu'on soit au courant, c'est obligatoire. Moi, honnêtement, c'est ça qui a enclenché mon changement. Donc en fait, maintenant, j'ai pas envie de pousser ça aux gens parce que c'est très violent et moi, je l'ai vraiment très mal vécu. Ça a vraiment eu un impact énorme sur mon moral pendant plusieurs mois. Petit trauma, quoi. Ouais, le temps que je fasse ma transition, que je me rende compte que voilà, je pouvais agir à ma manière, etc. Au début, tu te sens complètement impuissant, c'est assez violent et tout. Donc moi, j'ai pas forcément envie de mettre ça en avant, mais c'est absolument nécessaire qu'il y ait des organismes qui créent ces images et qui les diffusent largement parce qu'en fait, c'est la réalité. On peut pas jouer aux autruches par rapport à ces sujets-là, quoi. L'électrochoc, Renaud, tu penses aussi que c'est une nécessité? Ouais, moi je pense que c'est bien parce que c'est quand même montrer une réalité qui existe aujourd'hui. Donc il y a rien de trafiqué, c'est des images réelles et je pense que c'est bien d'y confronter. Après, comme Mélanie, on a une démarche où nous, on n'est pas là pour sensibiliser, on est là pour trouver des solutions et apporter des solutions aux consommateurs pour faciliter son accès à la viande. Donc, quand on a choisi le positionnement d'accro, on a choisi ce même positionnement inclusif. On n'a pas cherché à opposer. En fait, plus tu vas dans le négatif, dans l'opposition, si tu cherches à stigmatiser ceux qui consomment de la viande, ça marche pas parce qu'au contraire, tu vas les repousser, tu vas pas leur donner envie. Donc, en fait, il faut pas opposer non plus. C'est-à-dire, il faut pas que on se dise d'un côté, il y a les viandards, de l'autre côté, il y a les véganes et chacun se critique. Ça fonctionne pas. Il faut partir de l'enjeu global. On a un enjeu de santé, on a un enjeu planétaire, on a un enjeu de bien-être animal. Et donc, comment on travaille pour réduire ça? Et c'est là où tu vois qu'il y a des solutions qui peuvent émerger parce que l'univers du végétal, il est immense et il peut avoir plein de créativité. Et quand on voit les recettes que tu proposes, franchement, ça donne trop envie de goûter à chacune. Mais c'est vrai. Et tu te dis, mais en fait, et quand on voit aussi les restos étoilés qui sont en train de se développer sur l'univers vegan, c'est là où tu t'aperçois de la richesse. Mais jusqu'à présent, on l'avait pas travaillé. On commence à peine. Et dans l'agroalimentaire, c'est pareil. C'est des nouvelles technologies qui nous permettent de travailler des produits qui sont super intéressants, qui ressemblent à la viande, qui apportent des solutions, mais nous, on est là pour ça. On propose ces solutions. Après, c'est à chaque consommateur de faire son chemin, de comprendre. Et pour ça, c'est bien qu'il y ait des lanceurs d'alerte qui montrent pour que chaque consommateur fasse son bout de chemin de son côté. Quand j'entends Mélanie parler, j'entends aussi les gens réagir en les imaginant. J'entends quand tu parles de... c'est moi qui ai dit le mot trauma en l'occurrence, mais quand tu dis que tu as été choqué, que ça t'a mis dans un mood pendant plusieurs mois, est-ce que tu entends les gens qui t'écoutent dire ça? Dire « Oh, c'est bon, ça va, c'est bon, ça va ». Est-ce qu'on est obligé d'en faire des caisses comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Ça peut impressionner les gens de dire que tu as un niveau de conscience qui fait que la vue de certaines images peut te plonger dans un truc pendant des mois. Qu'est-ce qu'on raconte justement aux gens qui vont dire « Bon, ok, peut-être pas la peine d'en faire tout un sujet ». C'est les plus durs à convaincre finalement, ceux qui se disent... En fait, on n'a pas le même niveau d'empathie et de compassion. Ça, je l'entends. Et pour certaines personnes, ça peut paraître bizarre. Ouais. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très systémique dans la violence de l'industrie agroalimentaire aujourd'hui où on peut pas être complètement indifférent. Je crois pas que après avoir regardé des documentaires sur le sujet, comme Cospiracy, comme il y en a plein, je les ai plus en tête, mais il y a vraiment beaucoup de documentaires sur ces sujets-là, d'avoir regardé les vidéos de L214, d'être vraiment sur une envie de savoir comment ça se passe, on n'en sort pas indemne, je pense. Et les gens qui pourraient avoir cette réaction de ça va, ouais, les animaux... Mais, non, mais est-ce que je l'entends, je vois, parce que j'ai des gens dans mon entourage qui ne sont pas touchés par ces questions-là, alors que je suis quand même proche d'eux et qu'ils ont accès à tous ces contenus, etc. Donc je comprends qu'il y a un niveau d'empathie très différent, mais quand on est dans une démarche de recherche, je crois pas qu'on puisse être indifférent après avoir fait les recherches. Ce que ça dit, et dites-moi ce que vous en pensez, et les chefs m'en parlent souvent, c'est qu'il y a une décorrélation entre le produit fini et le produit d'origine. Quand tu dis, et justement, que tu te prends une claque dans la gueule, c'est aussi le truc de se dire, mais en fait, on a oublié que ça
c'était un animal. Et que regarder la mort et l'abattage, c'est aussi une pratique que les gens ont oubliée. Ça, c'est quelque chose qui existe vraiment. Les chefs, ils me le disent souvent. Ils me disent, attendez les gars, faut arrêter de se voiler la face. Vous avez oublié que votre poulet, ça a été un poulet à un moment. C'est un vrai truc, ça, Mais la décorrélation. Les noms changent déjà. On parle de poulet alors que c'est une poule, on parle de bœuf alors que c'est une vache. Il y a ce truc un peu pour forcer la dissonance cognitive, pour pas que les gens se rappellent effectivement que à la base c'était Marguerite, quoi. Enfin, il y a ce truc un peu d'anonymisation des animaux. Voilà, on veut pas forcément le voir. Ça, c'est un vrai truc. Ça, vous l'observez, vous aussi, Renaud? Ouais, on le voit également. Et ce qui est important aussi d'amener en complément, c'est que, encore une fois, je pense qu'il faut pas chercher à tout opposer. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on est arrivé aujourd'hui dans l'excès. C'est-à-dire qu'on mange tellement de viande que cette industrie de la viande a dû aller sur des niveaux de productivité qui ont amené à des dérives. Parce que à l'origine, effectivement, certains te diront, oui, mais avant, on mangeait de la viande, etc. OK, ça a toujours existé. Mais pas dans ces proportions. Mais c'était pas dans ces proportions. Ouais. Qui a eu des effets horribles de production, d'alimentation, sur l'environnement. C'est pour ça, voilà, tu retrouves des élevages intensifs qui sont absolument ignobles, des conditions d'abattage qui deviennent délirantes. Et pourquoi? Parce qu'on a trop besoin de viande. Et encore, il y a toujours des ruptures d'approvisionnement. 2025, c'est l'année où il y a les plus grosses ruptures d'approvisionnement sur la viande. Ce qui montre bien qu'on est toujours en train de consommer plus de viande. Le végétal se développe, mais la consommation mondiale de viande, elle est toujours en train d'augmenter. Et à horizon 2050, c'est pas si loin, elle aura augmenté de 70% au niveau mondial. Parce qu'il y a des pays qui sont en train d'adopter massivement une alimentation carnée et qui viennent du végétal. C'est ce que j'allais vous demander. Il y a une forme d'inertie. De la même manière que nous, on a découvert cette facilité de la viande dans les années 60, 70, les pays en développement qui commencent à accéder à ce qui pourrait s'apparenter à un signe de richesse, finalement. Nos grands-parents nous le disaient. Nous, en tout cas, Renaud, toi, c'était peut-être pas la génération, mais ils nous disaient, nous, la viande, c'était quand on pouvait. Alors que nous, on a été élevés dans l'idée d'en avoir tous les jours, quasiment. Il y a aussi ce problème d'inertie. Il y a que toute une partie de la population qui commence à y accéder, qui dit, vous êtes gentils, les gars, mais vous, ça fait 40 ans que vous bafferez des entrecôtes. On a bien envie d'en avoir aussi. J'ose espérer qu'avec des innovations, avec les simili, notamment comme Accro, etc., on pourra aussi proposer un nouveau format, en fait. Direct. Et comme ça, si on arrive à créer cette technologie un peu, disons, en open source, et que ça peut traverser rapidement les différents pays, etc., et potentiellement, vu que ça a les mêmes propriétés, quasiment le même goût, les mêmes recettes, et que il y a un côté satisfaisant de la même manière que la viande, là, par contre, je crois un peu en l'innovation. Je crois, en ces alternatives que sont les simili. Je crois aussi, potentiellement, moi, ça me concerne pas du tout, ça me dégoûte un petit peu, mais en la viande de laboratoire, avec les cellules qui se reproduisent sans avoir besoin de tuer les animaux. Ouais. Et donc, je crois que là, on va avoir besoin de toutes ces innovations. Et alors que ce soit manger du tofu ou manger des simili ou peu importe, mais juste trouver d'autres manières de sourcer les protéines, mais qui soient aussi convaincantes et aussi délicieuses, pour qu'en fait le frein à faire la bascule soit vraiment très faible, quoi. Petite question d'entreprise, et après on va revenir sur ce que tu dis, parce qu'il y a une grosse question qui se pose, c'est la question du goût, et on va savoir, et je veux avoir vos deux avis justement pour savoir comment on le travaille, et on va parler des similitudes, ou des simili comme vous dites, qu'on peut avoir entre un produit vegan et un produit d'origine animale. Juste par rapport à la marque, par rapport à Accro, est-ce que par rapport au constat qu'on dresse tous là autour de la table, avec les enjeux qui sont évidents, vous êtes confrontés, vous, chez Accro, à parfois une suspicion d'opportunisme? Est-ce que vous n'avez pas aussi à convaincre sur votre, sur la vérité de votre intention? Parce que moi, quand je vous entends, je peux me dire, attendez les mecs, forcément, quand on se reparle de la bio, par exemple, on peut se dire, vous avez vu le truc arriver, vous voyez le truc de c'est plus possible, on est obligé, va falloir... C'est de l'opportunisme commercial. Est-ce que parfois vous êtes confronté justement à ce truc un peu, genre, ils se lancent là-dedans parce que c'est la mode? En fait, pas tellement, parce qu'aujourd'hui, le marché, il est petit. Donc, si tu veux agir par opportunisme commercial, tu vas pas dans le végétal. C'est pas là. En fait, il faut tellement investir aujourd'hui pour développer des usines, développer cette technologie, évangéliser, investir en R&D également pour comprendre comment on peut faire des produits qui soient bons, que si tu veux le faire, tu es obligé d'investir. Et je parle en millions, quoi. C'est vraiment des sommes colossales. C'est pour ça que je disais qu'on a une mission, et c'est ça qui nous anime, et on est soutenu par 2 familles qui investissent dans ce projet-là, parce qu'elles ont cette vision de réussir à trouver quelque chose et des solutions pour la planète. Pardon, quand tu parles de famille, c'est des gens indépendants qui se sont dit, on va investir, voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle des family office, c'est des fonds d'investissement de ces familles-là, 2 familles nordistes qui ont décidé de s'associer ensemble pour porter un projet qui soit utile pour la planète.
ils peuvent investir dans plein d'autres choses. Bien sûr. Et ils auront de meilleurs résultats qu'en investissant dans le végétal. Donc, c'est sûr que forcément, on se dit, il n'y aura pas le choix, il faudra aller vers ce genre de choses. Donc, dans des dizaines d'années, oui, le marché, il sera énorme. Mais à date, il y a tout à faire. Donc, c'est pas tellement de l'opportunisme et on nous le reproche pas parce qu'on voit la difficulté qu'il y a à réussir à expliquer ce qu'est le végétal, comment ces solutions peuvent venir en alternative à la viande. Et actuellement, c'est tout ce travail-là qu'il y a à faire. Alors, Accro, moi, en l'occurrence, je l'ai vu dans les linéaires de mon supermarché. Il se trouve que moi, je fais mes courses alimentaires au marché, mais que pour des trucs utilitaires de maison, souvent, je vais au supermarché. Et j'ai vu Accro qui était quand même bien référencé. Est-ce que Accro est une entreprise rentable? Est-ce qu'elle a un horizon de rentabilité proche, moyen, plus long? Comment, puisque tu nous parles justement de cette volonté d'investissement, c'est une vraie question, ça. Est-ce que c'est un horizon à 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ou est-ce que tu vas me dire, ah bah non, mais nous, déjà, on est hyper bénéficiaires? Parce que si vous êtes dans le linéaire de mon supermarché, c'est que vous êtes quand même bien référencé. Et ça, c'est un investissement. Enfin, il faut produire déjà. Ouais, tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'aller vite quand même, parce qu'on voit qu'on n'a pas trop le choix. J'en parlais tout à l'heure, 70% de plus de consommation de viande en 2050. Ça veut dire qu'au niveau planétaire, sur l'impact au niveau des émissions carbone, ça va être énorme. Aujourd'hui, c'est 15%, l'élevage et la consommation de viande, 15% des émissions carbone liées à l'activité humaine. Donc demain, tu fais le calcul, ça va t'amener à 25% très rapidement. Et on voit déjà qu'on n'a plus le choix. Donc, il y a besoin d'agir rapidement là-dessus. Est-ce qu'on est bénéficiaire? Non, clairement pas, parce qu'on continue d'investir, pour se développer. Pourquoi on est déjà présent en grande distribution? Parce qu'il y a besoin d'aller vite, d'amener ces solutions, et que plus on les amène facilement dans le quotidien des gens, c'est là où derrière, il y a l'adoption qui va se faire. Donc, on ne peut pas se donner 15 ans ou 20 ans pour aller progressivement d'un supermarché à toute la grande distribution. Il faut aller vite et c'est pour ça qu'on a fait ce choix de lancer notre marque Accro et de proposer ces produits dans toute la grande distribution, dans la restauration également et d'essayer de toucher un maximum d'utilisateurs. On est présent aussi dans les cuisines centrales, en collectivité, dans les restaurants d'entreprise. On veut vraiment toucher tous les canaux de distribution et on travaille même avec des industriels qui veulent mettre plus de végétal dans leurs solutions produits pour que demain, tu aies des pizzas, des sandwichs, des salades qui puissent également avoir du végétal dans leurs produits. Donc non, on n'est pas rentable. On doit l'être quand même à un moment parce que on peut pas non plus se permettre de financer à fond perdu ce type de projet. Donc, on s'est fixé un horizon de rentabilité qui est à horizon 18 à 24 mois. Donc, c'est vachement bien. J'ai cru que tu allais me dire 18 à 20 ans, moi. Non, on existe depuis 2019 quand même. Et donc, c'est des grosses sommes qui sont investies. C'est-à-dire, par exemple, pour donner un ordre de grandeur, on a passé 2 ans à ne faire que de la recherche et du développement pour comprendre comment se structure la protéine animale. Aucun produit, la marque n'existait pas, vous travaillez dans votre coin, vous développez. Pendant 2 ans, et on a investi 10 millions. 10 millions d'investis où il y avait que des ingénieurs qui bossaient pour comprendre comment fonctionnait le végétal par rapport à l'animal. Et au bout de ces 2 ans, on a réussi à avoir un produit excellent, qui battait tout ce qui pouvait exister sur le marché et qui se rapprochait du référent carné. Et là, on s'est dit, si on veut réellement bien le faire, dans les meilleures conditions possibles, on veut le faire en France, en sourçant localement les matières premières. Donc, on a choisi du pois et du blé qui sont cultivés juste autour de ce site de fabrication. On a mis tous ces critères-là et on s'est dit, du coup, si on veut bien le faire, il faut qu'on le fasse dans notre usine. Donc là, on a construit une usine. 17 millions. 17 millions pour construire une usine et mettre tout le matériel. Donc, on a quand même un enjeu, tu vois, quand tu vois ce niveau de dépense, à devenir rentable. Et donc, c'est là où il faut développer le commerce derrière et pouvoir offrir ces solutions produits. Donc, cet enjeu, il est effectivement à 2 ans, mais c'est nécessaire si demain, tu veux réellement avoir quelque chose de viable. Alors, parlons-en parce que on se parle de ça, on se parle de développement, on se parle de recherche, il faut se parler du goût. Mélanie, c'est un de ces leviers d'évangélisation. Justement, c'est finalement de donner envie. Et tu le disais tout à l'heure, les recettes, elles font vraiment envie. Même quand tu regardes un bœuf bourguignon, parce que ça fait dresser les cheveux à plein de gens, le bœuf bourguignon vegan de Mélanie, en véganie, je le répète, sur Instagram, il fait envie. Comment on fait pour rendre sexy cette alimentation? Comment on fait pour donner envie? Comment on fait pour justement, par l'image? Parce que toi, sur les réseaux et chez Accro, dans les linéaires, il faut que le produit, il crée de l'appétence, qu'il crée une envie. Comment on fait ça? Ça passe par quoi? J'aime bien en fait aller chercher les mêmes curseurs qui donnent envie dans une recette plus traditionnelle ou classique. C'est-à-dire que par exemple dans le bourguignon, ce qui va donner envie, c'est le côté très réconfortant, c'est une bonne mâche, c'est le fait que ça a mijoté longtemps dans du vin. J'ajoute pour les gens qui nous écoutent qu'il faut aller sur ton compte, donc voir ce bourguignon parce que c'est très troublant le résultat. Il faut aller voir. Et en fait, en partant de ces critères, on va dire, en fait, je fais un peu la liste des critères qui font une bonne recette et j'essaye de retrouver les aliments dans le végétal qui pourront permettre d'avoir un résultat qui sera très proche. Et donc, par exemple, là, on en parlait avec le sétan. Le sétan, c'est très riche en protéines. Donc, j'essaye aussi de faire en sorte que les
caractéristiques nutritionnelles soient proches également. Donc, en utilisant du sétan qui est très riche en protéines, comme la viande de bœuf, qui a également une bonne mâche, etc. À partir de ce moment-là, si on utilise les mêmes légumes, les mêmes cuissons, les mêmes herbes aromatiques et que ça mijote pendant 3 heures dans du vin rouge, techniquement, on va avoir un plat qui va énormément s'approcher. Et j'essaye de faire ça avec à peu près toutes les recettes que je réfléchis. Par exemple, on peut faire des œufs brouillés, par exemple, avec du tofu. Il suffit de l'émietter pour avoir cette texture un peu avec un peu de crème et un peu d'œuf baveux. On va mettre du curcuma pour avoir la même couleur. Des œufs brouillés sans œufs, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, je réfléchis aux éléments qui font la texture, la nutrition, le goût, la couleur. Et j'essaye d'aller chercher dans le végétal tout ce qui va me permettre de me rapprocher. Je dis pas que ça sera identique, mais en tout cas, j'essaye d'avoir un niveau de satisfaction équivalent. Il y aura des petites différences, mais on va pouvoir se faire un brunch avec des toasts aux œufs brouillés de façon végétale. Sans avoir utilisé un seul œuf. Voilà, et c'est un peu ça que j'essaye de proposer et de réfléchir dans mes recettes, quoi. Ce qui est marrant, c'est que ça dit quelque chose, en fait, indirectement, c'est que tu passes par le prisme de la nutrition, par le prisme du visuel et de l'esthétique, et par le goût. Donc ça veut dire que le monde végétal est suffisamment large, riche, et offre suffisamment de possibilités pour que tu puisses cocher ces 3 critères qui représentent énormément pour produire un plat. Donc ça Mais valide. Tu vois, par exemple, ça me permet de faire un lien avec le thème de ton podcast sur plutôt les chefs et les tables de restaurants, etc., qui ne sont pas encore emparés des protéines végétales, je trouve, à mon sens. Très peu, en effet. Qui très peu. proposent en fait des assiettes végétales qui sont principalement à base de légumes. Donc, de travailler le légume, c'est super. Moi, je suis quand même contente quand il y a des options, etc. Mais un légume, ça va pas du tout avoir le même niveau de satiété, de réconfort, etc. qu'une protéine. Et donc, c'est aussi pour ça que les plats protéinés français, comme les bourguignons, etc., sont très réconfortants et addictifs. C'est parce que c'est vraiment, on mange de la protéine. Ouais, on prend un shot immédiat. Ça, et ça n'a pas du tout le même effet sur qu'une ton assiette organisme, d'haricots verts. sur ta satiété, sur ton plaisir, sur même la mâche, etc. Voilà, que des légumes, quoi. Et donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu des restaurateurs aussi à démocratiser les protéines végétales. Et donc là, il y a plein de catégories alimentaires qui sont très peu utilisées, avec les légumineuses dont le tofu fait partie, avec les céréales complètes, avec les oléagineux, etc. Maintenant, on peut faire des espèces de fromages d'oléagineux qui sont délicieux. Enfin, il y a plein d'alternatives comme ça qui permettraient d'avoir... Voilà, c'est ce niveau de satisfaction en fait que j'essaye de retrouver. Ouais. Quoi. Mais c'est très compliqué. T'imagines ce que tu décris, c'est l'étage supérieur de la fusée. Déjà, tu parles de la restauration et des chefs. Moi, je peux le dire en connaissance de cause puisque je passe ma vie avec eux et dans les restaurants. Il commence à y avoir des options végétariennes, donc où on va passer à côté de la viande. Mais ça représente ici dans la capitale, il y en a quelques-unes. Dans les grandes tables, il y en a quelques-unes aussi. Je sais que tu peux aller par exemple au Bristol. Donc Arnaud, c'est un niveau de cuisine. C'est l'excellence. Et tu peux avoir une option sans croiser de protéines animales. Mais effectivement, il y a tout un truc de la protéine végétale qui n'est pas exploitée. Mais pas du tout. Pas du tout, ça c'est vrai. Le goût, vous, dans cette marque, donc avec une optique de commercialisation grand public, chez Accro en l'occurrence, comment on fait? Tu disais à un moment, on a atteint à la R&D un niveau de satisfaction, on a trouvé notre produit excellent. C'est quoi un produit excellent et comment vous travaillez ça? Ouais, Accro, notre slogan, c'est le végétal qui envoie du goût. Donc, tu vois, on est vraiment dans ça. C'est pas mal. Et pourquoi on a pris ça? Parce que dès le départ, on s'est dit, c'est pas nous qui l'avons évalué. On s'est pas dit à un moment, il est excellent. On teste tous nos produits. Tout ce qu'on sort sur le marché, on le teste auprès d'un panel de 200 consommateurs qui dégustent à l'aveugle. Ils dégustent face à ce qui peut exister sur le marché, face aux référents carnets et mettent une note sur 10. Et donc, en gros, tu as une bonne note quand tu es au-dessus de 7. Et donc, on a démarré les premières versions quand on savait pas trop comment développer du végétal, qu'on comprenait pas. On était à 4 sur 10, 5 sur 10, enfin, tu vois, des trucs immondes. Et progressivement, on a appris, compris comment fonctionnait cette technologie. Et tous les mois, on progressait jusqu'à avoir une note de 7,4 sur 10. Et là, on s'est dit, on tient vraiment quelque chose de fort. Et depuis, on teste toutes nos innovations comme ça. Donc, on sait que ce qu'on met sur le marché, ça va plaire. Et en fait, c'est super important parce que dans le végétal, il y a eu trop longtemps, notamment en grande distribution, des produits hyper décevants, qui étaient secs, qui n'avaient pas de goût. Ouais, et ça, il n'y a rien ça, c'est vrai. On ne citera personne. Non, bien sûr. C'est vrai dans toutes les causes. Il y a toujours des mecs qui partent dans un truc et finalement,
enfin comment dire, ils te tirent des balles dans les pieds en voulant défendre le truc et ils font le truc. Mais c'est souvent comme ça. Après, il faut aussi du temps, il faut que les choses évoluent. Il faut qu'on s'y penche. C'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que pourquoi dans les tables personne s'est réellement intéressé au végétal, j'en sais rien, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que personne n'a essayé de le travailler. Ça prend du temps, c'est une culture. Je pense aux chefs, notamment qui nous écoutent. Aller explorer. Quand je pense au temps que mettent les chefs à élaborer un plat, un menu, c'est l'histoire d'une vie parfois en fait d'établir un menu quoi. C'est sûr que si tu commences à dire t'es gentil en fait t'as joué du piano, t'as appris à jouer du piano par là. Tiens voilà une trompette. Attends pardon mais en fait j'ai un restaurant, j'ai les étoiles, je peux pas. Et il y a de la bonne volonté, hein. Je dis pas que c'est de la mauvaise volonté. Moi, je pense qu'ils font. On voit des restaurants qui ouvrent la voie avec un des meilleurs restaurants du monde à New York qui a tout basculé sur une carte 100% végétale, etc. Mais oui, ça demande vraiment beaucoup de volonté, comme tu as dit. Ouais, et de temps, et d'engagement, parce que c'est toujours pareil, dire au chef, les mecs, mettez-vous-y, oui, c'est gentil, mais en même temps, j'ai 2 services par jour. Renouveler, changer de gamme. Déjà, se renouveler, c'est compliqué, mais. Mais si je confonds pas avec un de vos concurrents, vous avez commencé à mettre des chefs sur la question de cuisiner vos alternatives, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est bien nous. Parce qu'en fait, c'est intéressant d'avoir ce regard aussi, de voir comment ils s'approprient le produit. On bosse avec différents chefs. On a pas mal bossé avec Arnaud Delven, qui est super intéressant parce qu'il a amené toute sa folie, sa créativité autour de ces produits-là pour montrer tout ce qu'on pouvait en faire. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple? Comment il s'empare de ces produits-là? Tu dis, il apporte sa folie et tout. Vous lui dites quoi? Vous lui donnez des trucs et il crée des recettes? Ce qui est intéressant, c'est que justement, il va créer des recettes et en fait, il découvre une nouvelle matière. C'est-à-dire que ces produits, ils se cuisinent finalement exactement comme de la viande. Mais derrière, c'est justement comment tu vas réinterpréter ce produit-là autour de ton produit carné, mais en mettant que du végétal dedans et en allant chercher quelque chose d'original. On bosse avec un autre chef qui est Thierry Marx, qui lui aborde ce produit encore différemment. C'est-à-dire que lui, il y voit une nouvelle matière. Il dit, il existait la viande, il existait le poisson, et là, vous m'apportez une nouvelle matière. Mais on se parle de quoi? On se parle de texture, on se parle de choses comme ça quand tu parles de matière? Il nous parle d'un muscle végétal. Pourquoi? Parce qu'on fabrique un muscle végétal. C'est-à-dire qu'on travaille une pâte, on mélange de la farine de pois, de la farine de blé, de l'huile de tournesol. De la même manière qu'on parle de fibres quand on parle de certains végétaux. Exactement. Il y a une texture. Exactement. Et derrière, on crée cette fibre, tu vois, en chauffant et en refroidissant à basse température progressivement, ça va étirer et ça va figer une fibre. Et donc, quand tu vas le consommer, tu as une mâche. Et en fait, ce produit brut, il est super intéressant pour des chefs et il en fait des trucs incroyables. On est allé déguster dans son restaurant au Nord. Il l'avait donné à son équipe en leur disant, mais éclatez-vous avec. Et ils avaient fait tout un tas de transformations dessus qui étaient super intéressants. Et ça donnait des produits et un univers culinaire qui est beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer. Donc, en fait, il faut vraiment voir le végétal comme quelque chose de nouveau qu'on a peu exploré. Un terrain de jeu. Exactement. Un nouveau terrain de jeu. Et il a vraiment pris comme ça, ce que j'ai trouvé super intéressant. Et moi, c'est ce que j'ai adoré dans l'alimentation végétale, c'est vraiment cette possibilité de créativité qui est quasi infinie parce que pas beaucoup de choses avaient été faites et de se dire je vais faire du saumon avec des carottes. Enfin, j'exagère et j'extrapole, mais c'était un peu ça l'idée de me dire j'ai beaucoup de choses à explorer et je cuisinais pas du tout avant de devenir d'abord végétarienne puis végétalienne. Et en fait, je me suis mis à la cuisine en me disant là, il faut que je fasse quelque chose parce que sinon je vais un peu m'ennuyer parce que il y a 7 ans de ça dans les restaurants, etc. C'était encore pas du tout développé. Et en fait, je me suis vraiment régalée à venir jouer avec les épices, les textures, les cuissons pour arriver à des goûts qui sont satisfaisants et qui sont très proches de ce que j'aimais à la base, quoi. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, j'avais fait un steak avec de la betterave. Pareil, il y avait des lentilles, je crois, et j'avais été hyper étonné du rendu qui marchait très très bien pour un burger et tout. Donc, il y a vraiment, effectivement, il y a un truc un peu ludique et un truc qui ouvre des possibilités, un terrain qui ouvre des possibilités diversifiantes et puis amusantes sur lesquelles on peut jouer. Mais il y a une question quand même sur la question on parlait de texture, d'invention de texture, mais on a aussi beaucoup parlé de produits, des simili dont vous parlez. Pourquoi faire genre, en fait? Alors, vous allez me dire que c'est plus simple pour quelqu'un qui est habitué à la viande de retrouver un produit qui ressemble à la viande. Ok, mais pourquoi on part pas de zéro? Pourquoi on est obligé de faire comme... Tu vois, c'est comme les vins qui sont sans alcool. Bon, écoutez, si vous voulez boire du vin, c'est avec de l'alcool. On peut se poser cette question, je dis ça parce qu'on a parlé du vin il y a pas longtemps sur ce podcast. On peut très bien dire, le vin, c'est de l'alcool. Si vous voulez pas d'alcool, allez ailleurs. C'est un super exemple que tu viens de donner et qui répond un peu à la question. En fait, il y a des produits qui cochent un certain objectif de plaisir ou de, enfin voilà. Genre vin égale alcool. Voilà, ou café égale caféine, mais on fait du café décaféiné. Tu vois, il y a de la bière sans alcool. Il y a plein de produits où en gros,
on apprécie de les consommer, mais ils viennent avec des inconvénients. Donc, par exemple, si tu veux limiter ta consommation d'alcool, mais que tu aimes beaucoup le goût de la bière sans alcool répond vraiment à ça. Et moi, techniquement, je vais pas mentir, j'adorais la viande, je en mangeais énormément, je mangeais de la viande c'est bien de le dire, ça. etc. Non, mais c'est vrai. Ouais. Pendant les 20 premières années de ma vie, j'ai consommé énormément de viande. Et le goût me plaisait énormément. Et c'est aussi pour ça que dans mes recettes, je tends à retrouver ces goûts-là. Moi, je le fais avec plus des produits bruts et naturels parce que j'ai pas d'usine à disposition pour faire Comment des ça, produits t'as pas comme d'usine, Macron. Mélanie, encore? Mais qu'est-ce que tu fous Mais je trouve ça génial qu'il y ait maintenant des produits qui me permettent de retrouver le même plaisir que j'avais avant sans les inconvénients qui sont l'impact environnemental, la cause animale, etc., dont on a déjà parlé. Ouais. On sait que la viande vient avec son lot d'aspects très négatifs. Ouais. Et si on peut s'en passer tout en ayant les mêmes plats qui ont bercé notre enfance, etc. Mais quand je me suis fait mon premier jambon beurre en version vegan, là, il y a quelques années, parce que ça vient de sortir, mais j'ai trouvé ça incroyable. Moi, j'adorais le jambon beurre. Attends, pardon, est-ce que tu peux nous dire juste comment tu fais un jambon beurre sans jambon, donc, et sans beurre, finalement, enfin. Margarine, tout le monde connaît. Ouais. Et après, le jambon, il y a des marques qui se sont lancées sur la création de jambon végétal. Et c'est bluffant. Et j'ai fait des croques à ma famille pour leur faire goûter. Et... Genre en blind test, parce que ça, tout le monde te dira, oui, vous êtes gentil, mais en fait, c'est pas pareil quand même. Ouais, non, il y a des produits qui fonctionnent très bien. Il y a un thon aussi végétal que j'ai fait en rillettes sans rien dire à personne. Et tout le monde a mangé ça sans me poser la question, sans me dire qu'est-ce que c'est, quoi. Tout le monde était persuadé de manger du thon en ne sachant pas que c'était moi qui avais préparé. C'était un repas de famille avec plein de plats à partager. Et tout le monde l'a mangé sans se poser la question. Et après, je suis allée les voir en disant, vous avez bien aimé. Et au fait. Et là, ils sont un peu tombés de leur chaise en disant, mais waouh, c'est hyper bien fait. Et là où, ce que disait Renaud tout à l'heure, c'est qu'il y avait des alternatives plutôt décevantes jusqu'à ces dernières années. Là, on a vraiment pris un virage où les produits sont délicieux. Et tu parlais de la bière sans alcool, c'est pareil. La bière sans alcool, il y a encore 5 ou 6 ans, c'était n'importe quoi. Alors qu'aujourd'hui... Et donc maintenant qu'on a le goût, qu'au niveau de la compo, on est quand même sur des produits qui sont relativement clean, avec des listes d'ingrédients courtes, et que du coup, il y a plus ces problèmes d'environnement, d'animaux, etc. Moi, je trouve que c'est une révolution qui est super et qui ne demande qu'à s'étendre, quoi. Ouais. Toi, Renaud, forcément, t'es team simili, quoi. Bien sûr. Mais pas que, parce que le végétal, il est beaucoup plus riche que ça. Mais on voit qu'on a besoin du simili, justement, pour faire basculer beaucoup de personnes aussi. Parce que quand tu as été habitué à l'animal et aux produits carnés, tu as besoin de retrouver des équivalents pour facilement faire cette transition. Tu peux, juste pour que les gens se représentent, nous raconter des produits, par exemple? Parce que moi, je sais que j'en ai goûté il y a quelques mois. Je me suis acheté un truc, c'était genre... Je vais peut-être dire une connerie là, peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais une sorte d'émincé de poulet, un genre de chose que ça existe ça chez vous? C'est ça que j'ai goûté. L'émincé, c'est un de mes produits préférés. Ah c'est pas mal. Il est super simple, il a une texture de fou, ça ressemble énormément au poulet. On arrive à voir snacker, tu le mets dans ta salade, c'est parfait. Exactement, super facile à utiliser. Il y a 7 ingrédients dedans, donc c'est des produits qui sont très simples. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de faire, de se rapprocher au maximum. On cherche pas la copie parfaite. En vrai, on s'en fiche d'avoir exactement le produit qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qu'était la viande. Mais par contre, on cherche à se rapprocher visuellement dans l'usage pour faciliter la transition. Et comme tu le disais, après, on nous disait souvent, mais pourquoi vous faites comme de la viande? Puisque les végétariens, de toute façon, ils veulent plus entendre parler de la viande. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Au contraire, quoi. Souvent, c'est pour des choix, des convictions, des raisons de santé. Mais il y a un petit manque quand même. Mais il y a un énorme manque, en fait. C'est-à-dire que par conviction, tu vas te priver de quelque chose que tu as appris à aimer depuis le plus jeune âge. Tu fais le job. C'est très rare ceux qui n'aiment pas la viande, en fait, parce que tu as appris à l'aimer. C'est culturel. Et donc tu as besoin de solutions au contraire. Et le nombre de personnes qui, comme toi, nous disent « Ah mais mon Dieu, mais le plaisir de retrouver le vrai goût du burger », parce que c'est vrai qu'une galette de céréales, c'était pas exactement un burger. Quand tu es sur un simili carné, tu vas retrouver cette jutosité, tu vas retrouver ce goût, tu vas avoir un goût un peu fumé, cette texture. J'ai pas mangé moi à midi, ne me parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça. Et c'est là où tu trouves des produits vraiment, vraiment bien. Et aujourd'hui, qui effectivement sont bluffants. On vient de sortir un filet façon meunière. Il est incroyable. Moi, je l'ai fait manger à mes gamins. Ils étaient persuadés d'avoir mangé du poisson. Pourtant, ils savent dans quoi je bosse. Mais ils ont été bluffés, ils ont confondu. Je l'ai pas testé encore, j'ai hâte. Mais elle est fan, c'est pour ça. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit constat global, une sorte de baromètre des retours? Mélanie, juste, il faut se dire qu'il y a quelques temps, il y a eu un article dans Le Monde qui pointait du doigt aussi des retours hyper
violent, difficile, de gens qui désapprouvent et qui, au-delà de désapprouver, parce qu'on peut désapprouver et rester dans son coin, le manifeste avec beaucoup de virulence. Renaud, parle-nous-en aussi de ton point de vue. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous percevez de la manière dont les gens reçoivent ce que vous faites chacun dans votre catégorie? Il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui vont être super emballés par ces solutions et ces innovations, etc. Il y a des personnes, je sais pas, ça vient les toucher dans leur chair de se dire on peut pas m'enlever ma viande, mes habitudes. C'est quelque chose de très culturel, potentiellement avec des souvenirs, des recettes de famille, etc. On touche vraiment Touche pas mon un bourguignon. territoire sacré, quoi. Non, mais c'est vraiment le cas. Et en fait, moi, quand j'ai des réactions négatives, je suis assez satisfaite entre guillemets parce que ça veut dire que je suis sortie d'un entre-soi de gens déjà convaincus. Donc en fait, sur mes réseaux sociaux, quand j'ai que des commentaires positifs, je suis un peu déçue parce que ça veut dire que je suis pas. T'es pas allé chercher des gens qui. J'ai pas créé une vidéo suffisamment puissante pour aller toucher des gens qui ne sont pas du tout convaincus. Après, bon, bah, c'est pas toujours très agréable parce que ça manque un peu de politesse parfois, mais c'est quand même un signe très positif pour le développement de mon projet, de mes réseaux, de mes recettes, etc. D'être allé toucher jusqu'à des gens qui sont encore très viandards et qui le manifestent. Pour moi, c'est positif, quoi. On se parle d'un biais culturel, là, pour le coup. Encore une fois, ce que tu décris, là, c'est que les gens, ils ont le sentiment que tu t'empares d'un patrimoine et que ce qui est pas un problème quand les chefs revisitent quelque chose, par exemple. Quand les chefs revisitent, les gens ont souvent tendance à applaudir en se disant, ah, c'est formidable, il a revisité la tarte flambée sans la pâte, sans les lardons et sans la crème, c'est génial. C'est un peu ça. Il y a aussi un biais qui est très présent et qui a été largement documenté dans des livres, etc., qui s'appelle notamment Sexisme. Mais il y a un vrai lien entre la masculinité et la consommation de viande. Allons-y. Là, je sais pas dans quoi je m'embarque parce que je suis sur la seule femme sur ce plateau, mais il y a quand même ce lien qui existe encore très fort. Les hommes consomment, je crois, 40% de plus de viande que les femmes. Et en fait, de venir leur proposer de manger du soja, il y a tous les clichés du soy boy. C'est une atteinte à la virilité. Voilà, c'est une atteinte à la virilité de proposer d'arrêter de manger notamment la viande rouge qui est très marquée, tu vois, dans les publicités, dans les trucs comme ça, c'est très marqué masculinité, virilité. D'ailleurs, etc. le slogan d'une grande marque qui commence à faire comme ça, c'est pas rien, ça dit quelque chose quand même. C'est ça. Et donc, il y a aussi ce sujet qui est quand même assez intéressant à creuser. Voilà, moi, j'avais lu le livre Sexisme qui est très intéressant. Si jamais ça peut intéresser les auditeurs, c'est une très bonne recommandation, je trouve. Renaud, qu'est-ce que tu reçois quand tu vois On a aussi des personnes qui vont être un peu dérangées, mais moi, ce qui me rassure, c'est que finalement, tu vois que c'est de plus en plus marginal. Comme sur tout sujet, tu vois, qui divise, tu as toujours des personnes très virulentes, mais au final, on s'aperçoit que c'est une population assez réduite et que par contre, il y a beaucoup plus de curiosité et d'intérêt pour ces produits-là. Et ça, c'est vraiment en train de monter. Et ce qui est particulièrement rassurant, c'est qu'on le voit dans la jeune génération. Les 15-35 ans, ils sont en train de se poser des questions sur leur alimentation, sur ce qu'ils veulent manger, sur comment c'est produit. Et c'est eux qui s'intéressent de plus en plus au végétal. Donc, il y aura toujours des personnes qui sont un peu plus virulentes, qui sont opposées. Mais finalement, quand tu démontes petit à petit leurs arguments qui tiennent pas la route, tu t'aperçois que ça fonctionne bien. Et l'exemple que tu donnes sur la masculinité, il est tellement vrai et tu l'apprends dans la sociologie de l'alimentation. Le steak rouge, c'est la virilité, c'est l'homme, c'est le muscle, etc. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de jeunes qui découvrent, tu vois, qui font du sport, qui ont besoin d'avoir de la protéine. Ils disent, ouais, mais vos produits, je vais avoir des carences. Mais en fait, on leur explique. Et quand tu commences à leur dire que notre produit, en fait, il a le même taux de protéines que le steak ou le filet de poulet, qu'on a testé la biodigestibilité des protéines, c'est-à-dire comment tu vas absorber les acides aminés par rapport à la viande, c'est identique. Derrière, on a le même profil d'acide aminé, donc tu vas avoir exactement les mêmes acides aminés, sauf que par contre, on met de l'huile de tournesol et donc pas du gras animal, donc il n'y a pas d'acide gras saturé, donc ça c'est meilleur pour ta santé. En plus, tu as des fibres et on sous-consomme globalement des fibres, donc globalement, le sportif qui va utiliser un produit végétal va avoir de meilleures performances. Et il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, il y a même eu un super reportage qui s'appelle Game Changer. Merci, j'avais oublié, qui est édifiant là-dessus. Tu as même Arnold Schwarzenegger qui témoigne que toute sa vie, on lui a dit qu'il fallait qu'il bouffe de la protéine animale pour développer du muscle et qu'il s'aperçoit qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Et donc, toute la nocivité que ça avait pu avoir, cette surconsommation de protéines animales, parce que derrière, tu ingères aussi beaucoup d'acides gras saturés, il aurait pu l'éviter. Et l'homme le plus fort du monde, il montre dans ce reportage. Patrick Baboumian, Merci, il est vegan. Là pour les noms, t'inquiète. C'est drôle.
Et c'est ça qui est fou, c'est que tu peux développer de la masse musculaire et être en meilleure santé en consommant de la protéine végétale. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui, comme moi, en t'écoutant, se disent peut-être, ok, on est en train de recomposer quelque chose. Donc, on perd une forme de petite poésie naturaliste à l'idée de se dire, oui, en fait, on va prendre le meilleur de ci, enlever les acides gras et finalement produire une sorte de nourriture de laboratoire. Toi, Mélanie, t'es allée quasiment plus loin. Tout à l'heure, tu te dis, ouais, pourquoi pas imaginer que on puisse... Ah, mais ça existe, hein. Ça existe, J'ai pas imaginé. Hein. Non, mais C'est qu'il y a vraiment des Moi, tests. je pourrais basculer dans ce truc de nourriture avec une recomposition de cellules en laboratoire et tout. Non, ça existe complètement. Moi, à titre personnel, je peux vous dire que vous prêchez un convaincu dans l'idée que il faut réduire. Moi, je sais pas si je pourrais m'abstenir totalement. Je m'aperçois que c'est une connerie ce que je suis en train de dire. Bien sûr que je pourrais le faire. Je suis pas sûr d'en avoir envie. Néanmoins, voilà, je n'ai pas envie de me retrouver dans une société où demain, finalement, je pourrais très bien, si je poussais le curseur, me dire, alors, je vais prendre ce sachet d'une poudre qui est nickel, qui est toute bio, qui est nani, qui est prouvée, qui est machin, qui est super, je vais la mettre dans un verre et j'ai l'apport nutritionnel pour mon petite journée avec goût poulet frites. Je suis pas sûr d'avoir envie de ce truc-là. Je comprends vachement la vision que t'as du truc très aseptisé, de labo tu le pousses. et tout. Bah oui, quand tu parles de laboratoire de manipulation. Moi, j'ai plusieurs éléments de réponse peut-être par rapport à ça. Déjà, le premier élément, c'est que toute l'alimentation végétale, pour moi, elle reste tout à fait OK, que ce soit d'un point de vue éthique, environnemental, au niveau, mais même des saveurs, des textures, des trucs qu'on peut créer avec, etc. Et c'est pas du transformé, c'est vraiment du brut. Et c'est aussi ce que je propose dans mes recettes. La plupart de mes recettes, c'est vraiment des aliments où tu vas dans ton magasin bio et c'est du brut et on cuisine ensemble. Okay. Donc déjà, avec le végétal, tu peux faire ça. Il y a ce truc des simili qui propose une transition innovante, on va dire. Et donc, effectivement, il y a de l'innovation. Et en fait, c'est marrant, mais l'alimentation est un des seuls secteurs dans lequel l'innovation fait peur. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est globalement aseptisé, technologique, avec des médicaments, des téléphones portables, des voitures, des métros. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on n'est plus dans un monde naturel et des comme plats avant. préparés de merde aussi, même juste si on va sur l'alimentation. Le fast-food, c'est toléré par tout le monde. Ouais. Enfin, donc, on n'est pas dans cette espèce de schéma un peu fantaisie de tout naturel, etc. Mais par contre, quand on innove dans l'alimentation, ça fait beaucoup plus parler que dans les autres secteurs. Alors, j'ai pas le pourquoi du comment, mais moi, je suis pro-innovation aussi dans le secteur de l'alimentation parce qu'on est confronté à des problématiques qui sont graves et urgentes, notamment par rapport au fait que voilà, si on augmente de 70% la consommation de viande en 2050, mais on ne peut pas le faire en fait. Donc il faut des solutions et là on en a. Allons-y. Enfin, moi, je vois pas pourquoi est-ce qu'on mettrait des freins sur ces innovations. Parce qu'en fait, une histoire poétique culturelle c'est pas pour rien que on a encore en 2025 des pubs où il y a une nana avec un petit truc dans les cheveux qui verse un truc de lait et qui fait du yaourt en mode coucou, je suis une laitière. Enfin, non mais ça va quoi. Non mais il y a toute cette imagerie derrière en fait. Non mais carrément. Et c'est intéressant parce que les gens n'ont pas envie de casser ça en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et il y a aussi le fait que quand tu as quelque chose qui se rapproche de quelque chose d'existant, du coup, tu imagines que derrière, il y a soit, comme tu dis, du laboratoire, de la chimie, etc. Et donc, on nous dit, ouais, mais si vous faites de la fausse viande, tu vois, on nous dit de la fausse viande, tu vois, il y a le côté faux qui amène déjà un biais négatif. Mais en fait, on fait pas de la fausse viande, on fait un steak de pois et de blé. Et quand tu regardes la façon dont on le fait, en fait, on a juste compris comment fonctionnait la protéine végétale, mais on le fait avec les mêmes outils et la même façon des process alimentaires qui existent dans les autres industries. Mais les gens ont été capables de glorifier la cuisine moléculaire en allant au restaurant et en faisant confiance au chef. Exactement. C'est un procédé scientifique, pareil. Mais ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est nouveau. Donc, il y a cette néophobie classique dans l'alimentation où tu as peur d'un nouvel aliment, d'un nouvel ingrédient. Sauf que là, il n'y a rien de nouveau. Alors, peut-être dans la culture cellulaire de laboratoire, ça peut faire un peu plus peur parce que là, on va vraiment vers l'inconnu. Là, c'est autre chose. Mais quand tu es en train de faire du végétal, tu utilises du blé et du pois que tu manges depuis des décennies et juste, tu vas en faire une pâte et le former en forme de steak. Et tu dis, il n'y a rien derrière, ni de chimie, ni de transformé. Quand je te disais, il y a des produits avec 7 ingrédients. Tu regardes aujourd'hui dans ton supermarché les produits qui réellement ont 7 ingrédients dans leur liste. Ça n'existe pas. Ouais. Et en fait, le végétal est vachement intéressant pour ça. Il n'est pas transformé. Au contraire, tu arrives à faire... Mais parce que il ressemble à quelque chose, tu te dis, oula, mais pour qu'ils aient réussi à faire un truc qui ressemble autant, ça doit être immonde, ça doit être fait dans un labo ou je sais pas quoi. Mais c'est pas le cas. En fait, c'est juste l'innovation. C'est parce qu'on commence à peine à se pencher sur le végétal et à se dire, bon, on bouffe trop de viande, c'est pas bon pour notre avenir, donc il faut qu'on trouve des nouvelles solutions. Et c'est là où quand tu commences à creuser, tu te dis, mais en fait, on peut faire des trucs hyper sympas en végétal. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire qu'il y a une histoire générationnelle
aussi dans cette affaire et que finalement, la place que devrait prendre le végétal, cet équilibre finalement qu'on va retrouver, parce qu'il s'agit pas de dire « Ok, il faut éradiquer la viande », mais d'inverser des proportions. Et peut-être qu'un jour on se dira, ça nous paraîtra aberrant de tuer un bœuf, peut-être qu'on se dira ça, laissons ces animaux tranquilles, peut-être qu'on y arrivera, mais déjà il s'agit d'inverser un peu les proportions, de les rééquilibrer. Est-ce qu'il faut pas juste se dire, c'est les mecs de 20 ans qui démarrent ou sur Instagram ou en cuisine aussi, qui vont ouvrir leur restaurant avec cette conscience, cet avis, rendez-vous dans 15 ans et la solution sera trouvée. Est-ce que c'est pas ça l'idée? Moi je suis très lucide du fait qu'on va pas tout arrêter du jour au lendemain. Donc déjà, si on arrive à inverser les proportions, effectivement, on a gagné sur beaucoup de sujets, sur les émissions de CO2, sur l'utilisation de l'eau, sur l'utilisation des espaces des terres agricoles, etc. Déjà, si on arrive à avoir un 80% de végétal, 20% de produits animaux, on est sur une sorte de très grande victoire. Et en plus, en sachant qu'aujourd'hui, on ne tend pas vers ça, si on arrivait effectivement à inverser le rapport de force, pour moi, ça serait super bénéfique. C'est-à-dire qu'on continue à consommer de plus en plus, quoi. Faut se le dire, là. On a une population qui augmente, on a des pays qui s'enrichissent, donc comme on en parlait un peu tout à l'heure, ça continue. Il y a en fait il y a une proportion de Français qui est de plus en plus large à se déclarer flexitariens, donc on se rend compte que c'est quand même une question de société qui gagne du terrain. Je crois qu'il y a 25% des Français, donc 1 sur 4 quand même, qui se disent flexitariens, donc c'est beaucoup. Mais par contre, oui, dans les chiffres purs et durs, la vapeur, la consommation augmente. Ouais. Et donc moi, je suis très, très favorable au fait de se dire, si vous n'êtes pas prêt d'arrêter, n'arrêtez pas, mais réduisez. Et comme tu dis, toi, t'as pas forcément envie d'arrêter, mais si déjà 3 fois par semaine tu bascules et que tout le monde fait comme toi 3 fois par semaine, sur du végétal, tu trouves que c'est trop? Non, moi de la viande j'en mange. T'en manges 2 fois par semaine. Je m'en rends pas compte de ta consommation, mais voilà. Mais disons le français, une consommation très raisonnable. Le français moyen bascule en disant que par exemple 3 ou 4 repas par semaine sont 100% végétaux. On gagne énormément. Après voilà, moi ma vision effectivement un peu utopique, ça serait qu'on arrête pour ne plus avoir cet impact sur les animaux, mais je ne crois pas qu'on va y arriver de mon vivant. Donc c'est vrai que j'hallucine parce allons vers une inversion et ça sera déjà très bien. T'as raison, j'y pense, mais au Royaume-Uni, Paul McCartney depuis 20 ans milite sur une journée, je sais plus comment il appelle ça, le Monday. Le Meatless Monday, ça. Exactement. Juste, dites-vous qu'une fois par semaine, vous mangez pas de viande et c'est déjà un combat qui mène depuis des lustres et qui est loin d'être gagné. Donc c'est vrai que les proportions sont dingues. Vous me dites chacun dans votre écurie ce que comme j'ai pas déjeuné en plus, terminons là-dessus. J'ai pas déjeuné aujourd'hui. Chacun dans votre ligne, qu'est-ce que vous me proposez pour une fois que les micros seront coupés? Pas loin, il y a un resto italien qui s'appelle Marta. Justement, il est dans une ligne un peu comme on vient de parler, c'est-à-dire qu'ils ont une carte classique et une carte végane, ils proposent les deux. Pas mal. Et donc ça permet en fait de fonctionner un peu comme un cheval de Troie où tu peux ramener tes proches et puis s'ils sont tentés, ils goûtent le vegan, tu vois. Pas mal d'avoir des restaurations hybrides pour les chefs qui nous écoutent, c'est assez intéressant justement comme c'est une sorte de laboratoire. C'est ça. Et ça permet de faire effectivement des tests sur des produits, voir le nombre de ventes, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que les produits sont appréciés, etc. Et honnêtement, c'est une de mes cantines à Paris, je vais assez régulièrement, les pâtes aux pistaches sont très bonnes. Ah, pas mal. Putain, bravo Martha. Merci du conseil. Chez Accro, du coup, ce soir, chez moi, quand je serai rentré, je mange quoi? Alors moi, je te conseille déjà, pour un peu de convivialité, de démarrer par une croquettasse, tu vois. L'apéro, c'est important. Non, quand on vient de juste sortir une croquettasse avec ça me parle en plus, moi, mais du jambon, la fibre espagnole, là. Jambon végétal et un fromage vegan qui est incroyable. Je sais pas si tu l'as testé celle-ci, mais elle vaut le coup. Pas encore, j'arrive. Donc une bonne croquettasse en apéro, puis après, soit tu reprends les émincés parce que tu sais les cuisiner, donc super simple. Efficace. Ou alors tu testes la meunière. La meunière, filet meunière. Il y a une aromatique citronnée, un goût de poisson qui est canon, et là tu vas te régaler. Trop beau. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'ouvrir un peu la porte pour tous les gens qui ne la connaîtraient pas et qui ne l'auraient pas encore entrouverte de la cuisine végane. Merci à vous. Grand plaisir. Merci à toi. Alors je n'ai pas encore testé la croquetta, mais je vais le faire car souvent pour évaluer une alternative, on teste celle qui se rapproche le plus
des marqueurs que l'on connaît. Et je te préviens Renaud, je vais te débriefer car il y a 2 ans j'ai sauté dans un avion pour Barcelone juste parce que j'avais envie de tapas. Donc j'espère que vous avez bien bossé les croquetas, mais j'en doute pas. Vous qui écoutez ce podcast, vous avez peut-être des exemples aussi dans la restauration, mais il y a des adresses qui font aussi dans le végétal et l'idée aujourd'hui surtout c'est de le faire sans le dire, de parler du bon sans ennuyer personne par sa démarche. Je pense notamment aux croquettes cochonnes d'Alice Thuillier chez Faubourg d'Aimant. C'est gourmand, il n'y a pas une once de cochon là-dedans, mais une belle farce de champignons agrémentée d'une pâte de soja fumée et c'est pané et ça croustille. Bref, c'est une croquette gourmande, ça marche et toute la carte fonctionne ainsi. Et sur l'addition, au final, il n'y a pas l'ombre d'un animal. Bref, ça arrive et vous avez vu nos amis véganes du jour, c'est pas des ayatollahs ou des gourous, mais il y a quand même un discours qui dit qu'il va falloir réfléchir à faire autrement, d'une manière ou d'une autre. Alors, chers amis auditeurs, auditrices, déjà merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et tiens, tentez un truc et tenez-moi au courant. Si vous êtes des consommateurs de protéines animales quotidiens, faites l'impasse. Déjà un jour. Et tiens, pour essayer, allez voir dans les rayons si vous ne trouvez pas les émincés de poulet dont j'ai parlé et que j'ai acheté et vous me direz. Les chiffres sont formels, faut se calmer sur ce terrain-là, donc à chacun ses alternatives et puis au pire, je peux vous promettre un truc. Contourner la protéine animale va vous faire découvrir un monde d'une richesse inégalable en cuisine, car le végétal, c'est un terrain de jeu sans fin qui ne fait pas l'impasse sur le goût, et tellement de chefs le confirmeront. Vous trouverez 1000 recettes chez Yotamoto Lengi par exemple, ou même dans l'actualité culturelle récente. Le festival musical Wheel of Green, qui vient de se dérouler, proposait une offre de restauration 100% végétale. Et plus de 100 000 visiteurs ont kiffé cette vision, portée notamment par Alain Ducasse et Romain Méder, 2 grands noms convaincus de la nécessité d'envisager une nouvelle manière de nourrir l'humanité. Allez, on y songe, on essaye, on en parle. Écrivez-moi, tiens, et discutons, toujours gentiment, hein. Vous avez vu comme elle était sympa cette discussion. À très vite, donc, en tout cas pour un nouvel épisode, ici, sur Chef, le podcast qui vous fait vivre au cœur de notre gastronomie. Salut!